Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on est de retour pour faire le débrief de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Je dis on est de retour parce que, déjà, vous voyez, je suis de retour chez moi. Mais deuxièmement, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo là pendant quasiment une semaine? Bien, tout simplement parce que il y a eu... Alors, au départ, il y a eu quelques petits trucs à faire au niveau personnel, et ce qui fait que j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Et puis à partir de jeudi, je me suis tapé une rhinopharyngite. Et le problème, c'est que je m'en suis remis que hier. Et donc j'ai commencé à rattraper mon retard du Dauphiné hier. Donc j'ai regardé 4 étapes, non, 3 étapes du Dauphiné, 6, 7, 8 le dernier week-end, plus le prologue du Tour de Suisse. Donc j'essaie de rattraper mon retard, mais forcément, voilà, ça impacte les vidéos. Donc on arrive avec ce Dauphiné avec beaucoup de retard. Il va y avoir pas mal de vidéos du Dauphiné et du Tour de Suisse qui vont tomber là dans les jours à venir avec du retard. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous vous souvenez encore de cette étape numéro 3, pour tout vous dire, moi j'ai dû regarder un résumé pour tout me remettre bien en tête. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Là il va y en avoir quelques-unes pendant les prochains jours. Ça va pas mal s'enchaîner, notamment sur le Dauphiné Tour de Suisse, le temps de rattraper, on va dire, le retard, donc il y aura pas mal de vidéos. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis on commence tout de suite avec cette troisième étape du Dauphiné. Donc c'était une journée de vallonnée avec une arrivée au sommet pour cette troisième étape. C'était comme lors de l'étape numéro 2, même au niveau des arrivées au sommet. Il y avait 2800 mètres de dénivelé positif et on arrivait du côté les Estables, voilà, pour cette arrivée en bosse. Une bosse qui était assez courte, la montée faisait 3 km 8 à 4,8 de moyenne, donc c'était pas un gros sommet, mais ça devait permettre, voilà, pourquoi pas de faire des premiers écarts, de tenter des premières choses et de voir surtout qui était dans le coup et qui n'était pas vraiment dans le coup sur ce Dauphiné. Surtout, c'est une étape qui a quand même fait mal. On a roulé quand même à 41 563 de moyenne. De toute façon, ce Dauphiné a plutôt été assez rapide en termes de rythme. Et puis, le final a été très animé, notamment avec ce duel entre Derek Guy et Romain Grégoire pour la victoire remportée par le Canadien. Mais c'était vraiment une étape intéressante à suivre avec un gros match. Et encore une accumulation de journées rapides parce que l'étape 2 était déjà rapide, l'étape 1 était très rapide. Donc voilà, qui va peut-être avoir des conséquences pour le dernier week-end, mais ça on le verra dans les prochaines vidéos. Peut-être que vous l'avez, vous, déjà vu en regardant les directs sur Eurosport ou sur France Télé. Je ne sais pas si c'est diffusé par la RTBF. Mais voilà, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape, surtout sur les tops et flops de cette journée. On commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Derek Guy. Derek Guy, forcément le Canadien. Il était très content à l'arrivée. C'est quand même fou que chez France Télé, on ne s'est pas aperçu pourquoi il était content à l'arrivée. C'est sa première victoire en World Tour. En fait, c'est sa première victoire sur une course en dehors de son championnat national. Jusqu'à maintenant, Derek Guy, il avait fait des podiums, on se souvient sur le Giro, mais il n'avait jamais remporté une étape de course World Tour dans sa carrière, ça déjà il faut le dire, Derek Guy. Et puis surtout, jusqu'à maintenant, il n'avait remporté que le titre de champion du contre-la-montre du Canada. C'était ses 2 seules victoires chez les professionnels, autant vous dire que cette étape numéro 3 sur le Critérium du Dauphiné, c'était un moment important pour lui. On voit encore la progression de Derek Guy depuis l'année dernière. Coureur qui est arrivé assez tard en fait chez les professionnels en 2022, première saison en Conti Pro en 2023 où il a rejoint l'équipe 1 de Israël, parce qu'en 2022 il était dans l'équipe réserve. Le Canadien, c'est qu'en première tech est arrivé avec, en collaboration avec Israël, qu'ils ont décidé de miser énormément sur les coureurs canadiens, parce que c'est vrai qu'on avait une petite baisse
au niveau de l'arrivée de pas mal de coureurs canadiens. Et Première Tech avait tenté avec Astana, puis ensuite ils ont rejoint Israël pour essayer de créer cette structure et de former énormément de coureurs canadiens, parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à avoir une relève du côté du cyclisme canadien. Il y a aussi quelques talents qui n'ont pas forcément totalement immergé au meilleur niveau. Je pense à un Guillaume Boivin qui était très prometteur dans ses jeunes années, je vais y arriver, et qui ensuite a eu un peu plus de mal. Donc l'idée de cette formation Israel Cycling Academy, c'est certes de former des coureurs israéliens, mais aussi de former des coureurs canadiens, désormais depuis l'accord avec Première Tech. Et Derek Guy, c'était une victoire importante, déjà la première victoire chez les professionnels, mais aussi parce que le début de saison n'avait pas été si fantastique que ça, hein. Il avait été sur le Tour de Nander, 52e du classement général, meilleur résultat, c'était 22e à Campbellton. Donc c'était pas exceptionnel, je viens de cracher sur mon bureau, c'est absolument ignoble. 37e de la Surf Coast Classic, 54 de la Cadel Evans. Giro des Abruzzes, le Tour des Abruzzes, 41e du général, pas de résultat notable, assez loin sur Liège-Bastogne-Liège. Alors sur Eschborn-Francfort, au mois de mai, il avait fini à 14. Mais c'est vrai que jusqu'à cette victoire, les résultats n'étaient pas forcément exceptionnels pour Derek Guy. Et bien là, il a enfin concrétisé ce qu'il nous avait dit un petit peu en pré-saison. Il avait fait pas mal d'interviews, Derek Guy, où il avait dit: oui, moi je me prépare vraiment pour le Tour de France. Mon objectif, c'est d'essayer de faire un bon Tour de France. Essayer de voir si au niveau du classement, ça peut pas être intéressant pour moi du côté de Derek Guy. Et là, c'est vrai que moi j'avais des doutes, je me disais, déjà ça va pas être évident pour Derek Guy, il a fait une bonne année 2023 certes, mais ça s'est surtout concentré sur le Tour d'Italie. Donc je me disais, est-ce qu'il va réussir à repartir, à confirmer? Vous savez que c'est pas toujours facile de confirmer après avoir été performant. Elle me disait, bon, ça peut être difficile pour Derek Guy. Là, il a été bon sur cette étape. Puis surtout, il a été intelligent. C'est vrai que Romain Grégoire semblait très fort à 500 mètres. Romain Grégoire décide de le déboîter, sauf qu'il reste encore 400 mètres de course. Et Derek Guy s'est dit, ok, d'accord, il va craquer, il va exploser. Moi, je vais me remettre dans sa roue. Et puis, dès qu'il craque, je saisis l'opportunité, je le déborde. Et c'est ce qui s'est passé pour Derek Guy. C'est une belle victoire pour Israël. Première Tech, surtout que les derniers résultats n'avaient pas forcément été fantastiques. En fait, il y avait eu la victoire de Stephen Williams sur la Flèche Wallonne, mais après la victoire de Stephen Williams, il y avait eu un trou, hein. Il n'y avait pas eu de victoire depuis mi-avril. Donc c'est vrai que ça faisait quasiment un mois et demi de disette. Un Tour d'Italie qui avait été très compliqué, avec notamment seulement 3 coureurs à l'arrivée et pas forcément de résultats notables. Donc c'est vrai que pour Derek Guy, c'était pas forcément simple. Je me suis pas encore remis, petit Bayou, je me suis pas encore remis de ma maladie. Et puis pour Israël, Première Tech, c'est vrai que la situation était pas évidente. Donc là, ils ont réussi à rectifier le tir avec cette victoire. Ils ont fait en plus un monde de Dauphiné, mais ça on le verra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'il y avait eu également Riley Sheehan qui avait fini 3ème de Eschborn-Francfort mi-mai en termes de bons résultats. Moi je les avais vus sur les 4 jours de Dunkerque, ça n'avait pas été fantastique. Mauvaise organisation sur cette épreuve. Tour d'Italie, ça avait été compliqué aussi, donc le mois de mai n'avait pas forcément été formidable. Et puis dans les victoires, alors certes ils ont 16 victoires, mais vous avez le Tour du Rwanda et le Tour du Taïwan. On peut pas dire que ce soit les courses avec les plus grosses oppositions au départ. Donc certes, ils ont marqué des points grâce à ces résultats sur ces épreuves. Mais c'était un petit peu léger avec notamment Joseph Blackmore dans cette équipe qui est dans la réserve, hein, Blackmore, mais qui avait fait des bons résultats. Et puis Stephen Williams, voilà, qui avait remporté la Flèche Wallonne, mais qui n'avait pas réussi à concrétiser du côté de Liège-Bastogne-Liège. Stephen Williams qui est prévu sur le Tour de France et qui en ce moment est sur le Tour de Suisse. Le coureur britannique, lui ici, il est en reprise après être passé notamment par la Mercantour Classique au mois de mai. Course toujours très sympa, fin mai, la Mercantour Classique.
remporté cette année par un certain Lenny Martinez, qui a été assez impressionnant, avec un beau duel avec Clément Barthé. Vraiment, les deux ont réussi à sortir dans le final et c'était assez sympa de les voir ensemble. J'ai réussi à me remettre parce que là, pour l'instant, on est un petit peu mou du genou. Allez, on poursuit après. Du côté d'Israël, après Derek Guy, et bien on poursuit avec un autre coureur, Romain Grégoire, bien entendu, deuxième de cette étape, forcément déçu. Romain Grégoire, parce que c'est vrai que il s'est un peu emballé, mais Romain Grégoire, il ne faut pas l'oublier, c'est un coureur qui est jeune. Derek Guy, il a 26-27 ans. Romain Grégoire, il a 5 ans de moins. Il a seulement 21 ans. Il s'est enflammé, tout simplement, Romain Grégoire, sur cette étape. Voilà, il s'est dit, oh, ça va le faire, et puis non, du côté de Romain Grégoire, voilà, bon, c'est, encore une fois, c'est un jeune coureur, c'est un coureur qui, cette année, apprend énormément sur des courses World Tour, c'est des courses qu'il n'avait pas fait l'année dernière notamment, il avait fait les 4 jours de Dunkerque, mais il n'était pas sur le Dauphiné, il était sur le Tour de Suisse, l'année dernière et c'est vrai que cette année il s'est dit je vais faire plus de courses World Tour, plus de courses de haut niveau. Il a un calendrier qui est quand même beaucoup plus dense en termes de niveau de course que l'année dernière et c'est sûr que c'est plus compliqué pour obtenir des gros résultats. On l'a vu, deuxième de la Faune Ardèche classique, présent également sur Tirreno. Il a pris la 13e place du général sur cette épreuve, également vainqueur d'une étape sur le Tour du Pays Basque. Il s'est dit bon, je vais peut-être réussir à refaire la même chose sur le Tour du Pays Basque à Amorebieta. Je ne sais pas s'il n'avait pas battu un coureur d'Israël. Non, c'était Hors-Loire. Je me souviens qu'il y avait Jodungo, ouais, non, c'était sur une autre course. C'était peut-être pas du tout Romain Grégoire, où il avait été bon sur le Tour du Pays Basque, hein, avec également 7ème à Alsassou, pardon. Alsassou, et puis 7ème de la Flèche Wallonne, sous la pluie, dans des conditions difficiles. Et puis surtout, lui, il avait fait une grosse pause. Hein, il n'avait pas repris avant le Dauphiné. Il avait décidé de faire une coupure entre Liège et le Dauphiné avec son équipe, donc c'était pas forcément évident. Donc ça s'est plutôt bien passé pour un coureur qui sera sur le Tour de France. Romain Grégoire, hein, Lenny Martinez sera sur le Tour d'Espagne, mais Romain Grégoire, lui, sera sur le Tour de France pour découvrir cette course, pour épauler également David Gaudu, pour tenter d'obtenir un bon résultat. Et puis il y aura peut-être des étapes qui peuvent lui convenir. Je pense l'étape des chemins blancs, le jour du deuxième tour des législatives, parce que ça c'était pas prévu, eh bien ça peut lui convenir. C'est vrai qu'il a bien choisi les dates, Emmanuel Macron, avec le premier tour, c'est le premier dimanche du Tour de France, et le deuxième c'est le jour des chemins blancs. Voilà, juste avant la première journée de repos de ce Tour de France. Et le timing est bon. C'était le jour également qui était prévu, ce jour des législatives. Normalement, c'était l'étape du Tour, ce qui fait qu'elle a été décalée, avancée d'un jour, sauf que les gens sont un peu emmerdés, parce que les billets de train et tout ça, c'est pas forcément facilement échangeable. Et puis faire une procuration, je peux vous le dire pour en avoir fait une, ça prend du temps de faire une procuration. C'est pas le truc le plus facile. Hein, ça m'a pris une matinée de faire une procuration. Je peux comprendre que certaines personnes reculent après avoir fait une procuration. Ah, ça prend du temps, beaucoup de temps à faire. Surtout qu'avec le système informatique, c'est pas plus rapide qu'avant au final. Bon, on poursuit après cette incartade élection avec Clément Champoussin. C'est bien Clément Champoussin. 8ème aujourd'hui de cette troisième étape, Clément Champoussin. On s'aperçoit quand même que c'est un coureur qui, depuis qu'il est chez Arkea, a quand même plus un profil puncher que grimpeur. C'est vrai que quand on l'avait vu chez AG2R, notamment sa victoire sur le Tour d'Espagne, on disait « Ah, c'est peut-être un futur grand en montagne ». Aujourd'hui, en montagne, en haute montagne, il n'y a plus forcément les résultats. Sur les courses par étapes, il n'y a pas forcément les résultats. Par contre, un peu à la manière d'un Warren Barguil, sur sa deuxième partie de carrière, là on voit quand même des résultats sur des courses punchy. Alors il a de moins bons résultats que Warren Barguil en montagne, mais sur les étapes punchy on voit que ça lui correspond bien. Là il a déjà fait 8ème au col de la Loche, donc 8ème une deuxième fois. Est-ce que c'est pas un univers, les courses pour puncher, peut-être les courses d'un jour, où il devrait se tester, Clément Champoussin?
peut-être une réflexion à avoir, parce qu'on voit qu'il s'était imposé sur une étape du Tour de Norvège, qui était une étape punchy, mais je crois me rappeler. Oui, c'était une arrivée en bosse à Nord Cap sur le Tour de Norvège. Donc là, il a été très bon sur ces deux étapes-là. On l'avait vu également sur le Grand Prix Miguel Indurain, il avait pris la 7e place et cette année il y avait du monde. 3e à Manosque sur l'étape du Tour de la Provence aussi. Donc sur une étape qui était aussi vallonnée, hein, l'étape de Manosque. Il y avait 2500 mètres de dénivelé positif. Mais il y avait seulement 11 coureurs qui étaient dans le premier peloton. Donc il y avait eu pas mal d'animations sur cette journée, donc c'est bien pour Clément Champoussin, mais bon, ça reste quand même faible en termes de points UCI, hein. Sur l'année, seulement 162 points UCI. C'est vrai que quand il a été recruté par Arkea le voyait peut-être plus comme un rôle de leader, comme un nouveau Warren Barguil. Pour le moment, c'est pas trop le cas du côté de Clément Champoussin. C'est vrai qu'après son année 2021, on se disait ça va être un super coureur. Voilà, il avait fait un bon Tour du Luxembourg, une belle Vuelta également. Et puis il a eu du mal à enchaîner, tout simplement, du mal à confirmer le coureur français. Mais là, on voit que sur les épreuves plutôt typées punchy, ça marche plutôt pas mal. Voilà, sur l'Arctic Race of Norway, ça avait été bon pour lui. Au nord de Nordkap, où il s'était imposé en battant Odd Christian King et Michele Gazzoli et Tobias Aland Johannesson. Donc là, c'est de nouveau le cas pour Clément Champoussin avec cette belle 8e place. Et puis dernier coureur top, bien, c'est un coureur qui fait un beau début de Dauphiné, c'est Lucas Nerurkar, le coureur britannique de l'AEF, jeune coureur, 20 ans. On est sur la même génération que Romain Grégoire et que Lenny Martinez. C'est vrai que particularité de F, c'est que cette année, ils ont recruté pas mal de jeunes coureurs, avec notamment le petit Rafferty également, l'Irlandais. L'équipe s'est rajeunie, hein, l'équipe EF cette année. Quand on regarde, c'est vrai que vous avez Beloki également, Nerurkar, Rafferty, Rodkin Gray, également Todome, Archie Ryan. Puis bon, Steinhauser qu'on a vu sur le Tour d'Italie. Vous avez toujours Piccolo qui est là, qu'on a vu également sur le Tour d'Italie. Donc Benelli qui n'a que 23 ans, hein, c'est pas un vieillard. Et Nerurkar, là c'est un bon résultat sur ce Dauphiné, avec une belle 3e place, voilà, pour cette étape après la 7e place du côté du col de la Loge, mais coureur qui fait un bon début de saison. 4e de la Sport Francfort, 9e de la Mercantour Classique, 2e de la dernière étape de la semaine internationale Coppi et Bartali, 6e également du Trofeo Serra Tramontana. Coureur qu'on avait vu également sur le Baby Giro, vainqueur d'une étape l'année dernière en 2023 sur ce Baby Giro. Il avait été également présent sur le Tour de l'Avenir, 3e à Evo les Bains, qui était, je crois, également une arrivée vallonnée, une étape vallonnée à Evo les Bains. Et puis sur le Chess Tour, le retour de la République tchèque, il avait pris la 9e place. Voilà, dans les résultats également, vainqueur d'une étape du Lorraine Nations Grand Prix, course importante pour les coureurs juniors espoirs. Voilà, c'est une course qui permet de se former pas mal, et souvent les mecs qui sont performants sur le Tour de l'Avenir, sur le Tour de la République tchèque, sur le Baby Giro, mais sur Orlen Nation Grand Prix aussi, souvent on les retrouve dans les années qui suivent chez les professionnels, et c'est de plus en plus le cas. Coureur qui avait également fini 6e en 2023 à Grand Camino, à l'époque où il était chez Trinity Racing, hein, cette magnifique génération qui est passée dans cette équipe Trinity Racing, avec notamment Paul Magnier, qu'on voit beaucoup là chez les jeunes. Paul Magnier avec Lamparty, voilà, c'est quand même des jeunes coureurs qui Finlay Pickering, Joseph Pidcock également, que l'on voit dans cette formation, qui Joseph Pidcock a remporté une étape du Tour de la Ronde de l'Isard, et puis Robert Donaldson qui a fini 2e de Paris-Roubaix, cette équipe qui obtient toujours des résultats aujourd'hui. Et puis Paul Magnier
qui en ce moment est sur le Baby Giro et qui a remporté une étape à Saint-Vincent. Voilà, sur le coureur qui est en ce moment donc, dans la réserve de la Quick Step, qui avait également remporté une étape de la course de la paix en République tchèque. Deuxième également de 2 étapes du circuit des Ardennes. Pas mal de résultats pour le Français qui avait remporté le trophée au 16 Salines et également une étape du Tour de Mad en début de saison. Pour le moment, 27 jours de course. On essaye un petit peu de le préserver chez Souda, le Quick Step, coureur qui a un contrat de 3 ans dans la formation belge de Patrick Lefebvre. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des coureurs top. Ça veut dire que nous allons tout de suite passer au flop. Les bonnets d'âne de cette 3e étape du Dauphiné. On commence avec Juan Ayuso. Juan Ayuso qui a indiqué en début de semaine lors des interviews et qu'il était un petit peu malade avant le départ de ce Dauphiné. Et c'est vrai qu'on s'attendait sur cette étape-là à avoir peut-être un Juan Ayuso à l'attaque, tenter quelque chose. Il a été assez discret. 17e de cette journée dans le peloton avec Magnus Cort Nielsen, certes, mais seulement 17e. Or, c'était une étape où Juan Ayuso pouvait potentiellement reprendre du temps à un Roglic peut-être, mais surtout à du Ciccone, à du Evenepoel. Ça pouvait être le cas pour un coureur comme Juan Ayuso. Peut-être que la montée était certes un peu trop roulante, mais peut-être surtout qu'il était un peu trop léger en termes d'état de forme du côté du coureur de la UAE. Ça c'est dommage, parce qu'un Juan Ayuso au top, c'est toujours intéressant. C'est un coureur quand même qui progresse. Juan Ayuso au fur et à mesure. On est sur un coureur qui vraiment aujourd'hui est quand même très intéressant. Et là, c'est vrai que de le voir... à ce niveau-là, sur cette étape-là, de ne pas le voir avec les meilleurs, c'est un petit peu dommageable, voilà, de ne pas voir le coureur espagnol un peu mieux, un peu plus haut dans la hiérarchie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis bonnet d'âne aujourd'hui, Juan Ayuso, parce que oui, il a été... un peu trop léger, voilà, sur cette étape. Je pense que ça n'a pas marché comme il le souhaitait. Bon, c'est dommage, voilà. Du côté du coureur espagnol, on espère que ça ira mieux pour lui dans les jours à venir. Voilà, sur la suite de ce critérium du Dauphiné et sur les prochaines étapes que nous débrieferons sur la chaîne cet après-midi, demain également, vendredi. Peut-être qu'il y aura encore du Dauphiné sur la chaîne. On poursuit. Après Juan Ayuso, Andreas Kron. Ah oui, un petit peu surpris du côté d'Andreas Kron. 19e là aussi, je m'attendais à ce qu'il se bagarre pour la victoire avec du Derek Guy, avec du Romain Grégoire, le coureur belge, le coureur danois pardon, de l'équipe belge, parce qu'on sait que c'est un coureur qui est toujours très présent. Voilà, le coureur danois, on sait que c'est un coureur qui est toujours efficace dans ce type d'arrivée, un petit peu en bosse, donc voilà, un petit peu dommageable pour un coureur qui est en fin de contrat. Et c'est vrai que autant son année 2023 avait été très intéressante, notamment avec cette victoire sur le Tour d'Espagne en 2023. Alors certes, c'était une victoire un petit peu tronquée sur cette étape qui était à moitié neutralisée, à moitié... où les temps étaient bloqués à 10 km de l'arrivée, donc tout le monde ne s'était pas bagarré pour la gagne. Mais c'est vrai que son début de saison 2024 est vraiment pas fou, seulement 41 points UCI marqués, 14e de la 5e étape du Tour de Catalogne. Il avait repris qu'au Tour de Catalogne. Et puis voilà, en 23 jours de course, pour le moment, il n'y a pas un top 10, seulement un top 15. Voilà, depuis le début de saison. Donc c'est vraiment pas exceptionnel
pour Andreas Kron, et c'est dommage parce que c'est un coureur qui est en fin de contrat. Et vu la saison 2023 qu'il avait fait, il aurait pu essayer de renégocier avec d'autres formations, pourquoi pas avec Uno X. Il aurait pu également tenter de renégocier avec la Lotto Destiny un salaire en hausse, mais quand vous faites une mauvaise saison comme celle-là, eh bien parfois ça devient très compliqué. Et même s'il a 26 ans et que oui, il a fait une bonne saison, mais il n'en a fait qu'une seule pour le moment, de très bonnes saisons. Andreas Kron, alors on connaît les qualités du coureur, mais peut-être que pour certains, eh bien, on se dira, bon, on le mettra plutôt équipier que véritable leader. Voilà, ça peut être une réflexion pour, pour ce coureur. Donc ça serait dommageable, voilà, pour Andreas Kron. Mais encore une fois, pas des grands résultats depuis le début de saison. C'est pas top pour la Lotto, avec également un Milan Menten qui s'est raté sur le premier sprint. Donc voilà, il n'y a pas une dynamique vraiment efficace du côté de la Lotto Destiny. Je voulais même voir les résultats de la Lotto Destiny depuis le début de saison. On est sur 13 victoires, bien entendu Arnaud Delis, Van Edvelt, Van Gils, mais il y a eu un petit arrêt quand même sur cette période depuis mai. C'est un petit peu plus calme, je dirais, pour cette formation. Mais encore une fois, on arrive sur une période qui n'est pas forcément favorable pour la Lotto, avec les courses par étapes d'une semaine. C'est pas forcément là où ils sont les meilleurs. C'est pas toujours évident pour ces structures-là. Après, on verra ce que ça donnera du côté de cette équipe. Mais là, c'est une petite déception quand même pour moi, pour ce coureur, pour cette formation aujourd'hui. J'aurais aimé un petit peu mieux, voilà, tout simplement. Un petit peu déçu, voilà, du côté de cette équipe. Donc voilà, je m'attendais à un petit peu mieux aujourd'hui pour ce coureur et pour cette formation du côté de la Lotto. Troisième bonnet d'âne du jour, c'est Ciccone. On a beaucoup roulé du côté de la Lidl Trek, on a mis beaucoup d'énergie autour de Mats Pedersen. Je suis pas sûr que c'était forcément l'idée du siècle. Alors peut-être qu'il voulait durcir la course, mais certes Ciccone a du punch, c'est quand même net, c'est un coureur qui a du punch, mais là face à des coureurs style Romain Grégoire, Derek Guy, même face à un Yuzo, face à des coureurs qui peuvent être performants sur des classiques ardennaises, je pense que Ciccone c'est quand même un ton en dessous. C'est quand même principalement un grimpeur qui a un bon punch, mais pour moi de base, Ciccone c'est quand même un grimpeur et pas un puncher. Et je me dis qu'ils ont mis énormément d'énergie toute la journée à Lidl Trek pour contrôler cette étape. C'est peut-être de l'énergie qu'il manquera sur la fin de course, peut-être de l'énergie qu'il manquera à Mats Pedersen aussi, pour tenter des choses. Alors que sur cette étape-là, pour moi, il n'y avait que assez peu de chances que Ciccone s'impose. Alors il fait quatrième, mais je pense qu'il est plutôt à sa place. C'est plutôt la Lidl Trek qui, pour moi, a fait une erreur de vouloir tout miser sur lui sur cette journée, alors que peut-être qu'en roulant un peu moins vite, Pedersen aurait pu rester avec les meilleurs. Peut-être que voilà, c'était pas forcément l'idée du siècle. Voilà, du côté de la Lidl Trek, de rouler autant. L'avantage, c'est qu'on garde Goggenhardt dans le bon groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que Mats Pedersen, même un Ryan Gibbons, également le Sud-Africain Tom Skunch, aurait pu faire un résultat aujourd'hui. On a décidé de les sacrifier. Bon, ça a été un choix tactique, mais qui pour moi n'était pas forcément le meilleur. Encore une fois, Ciccone face à des véritables punchers qu'il était difficile d'éliminer sur cette journée. Il en manquait un petit peu pour faire la différence, et j'ai été surpris de les voir rouler. Voilà, Lidl Trek. Je m'étais dit, bon, Israël, oui, pourquoi pas. Je pensais peut-être plus à un Dylan Tunsman qu'un Derek Guy. Je me disais, bon, voilà, il y a d'autres formations qui peuvent être intéressées. Là, la Lidl Trek, voilà, je me disais, j'étais un petit peu plus circonspect, voilà, par cette stratégie. Mais voilà, c'était une idée. Mais je pense qu'on aurait pu garder des forces pour le dernier week-end de course, qui va être quand même sacrément difficile. Il faudra du monde autour de
Giulio Ciccone, s'il veut être en mesure de performer. Puis je termine avec Dylan Teuns. C'est fou avec Dylan Teuns, ça fait partie des coureurs, on a l'impression que quand ils ont un résultat, souvent c'est on avance d'un pas, on recule de 3. Du côté de Dylan Teuns, depuis qu'il est chez Israël, c'est un petit peu ça. Coureur qui a 32 ans. On parlait d'Andreas Kron qui a fait une grande saison et qui depuis a un petit peu du mal. C'est vrai que Dylan Teuns, il n'est pas dans une situation forcément évidente parce que depuis qu'il a rejoint Israël, donc ça fait quasiment 2 ans, ça fait 2 ans et bientôt 2 ans et demi, il n'y a pas forcément eu de grands résultats chez Israël. Là, hier, il fait 6e au col de la Loge. Bon. Aujourd'hui, il fait 60e. Il n'y a jamais vraiment de cette capacité à enchaîner les résultats. Par exemple, cette année, il fait 2e de la Flèche Brabançonne, 15e de l'Amstel. Bon, bah, il abandonne sur la Flèche Wallonne. C'est dommageable parce que il fait un très bon Tour des Flandres pour un coureur qui n'avait pas fait de classique pavé. Mais derrière, les résultats ne s'enchaînent pas forcément. Donc pour un leader qui était attendu, Dylan Teuns, c'est un coureur qui était attendu par Israël, parce que quand Israël l'avait recruté, il voulait encore rester en World Tour à ce moment-là, l'équipe Israël Première Tech. Bah, je trouve qu'il n'a pas apporté grand-chose à cette formation. On parlait de Derek Guy, mais d'autres coureurs qui ont apporté énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'attendais plus à un Dylan Teuns qu'à un Derek Guy. Au final, Dylan Teuns, ça reste moyen, quoi. Et c'est moyen depuis 2 ans et demi. C'est pas catastrophique, mais c'est sûr que pour moi, c'est une déception. Son passage chez Israël, ça n'a pas marché comme il le souhaitait. C'est assez surprenant parce que c'est un coureur qui est passé par BMC, qui a été ensuite allé chez Bahreïn. Je m'étais dit, le changement d'équipe, le changement d'environnement ne va pas véritablement le gêner, surtout qu'à ce moment-là, quand il rejoint Israël Première Tech en 2022, vous avez Ben Hermans, par exemple, du côté des coureurs belges, vous aviez même Jente Biermans, il y avait Van Asbroek, il y avait Van Mark, également, donc il y avait quand même une petite communauté belge, c'était presque les équipes qui avaient, c'était presque la nationalité la plus importante dans cette formation. Pas mal de Belges également du côté du staff. Bon, derrière, ça n'a pas réussi en termes de résultats. Peut-être un peu trop d'attente sur lui, peut-être qu'il n'a pas réussi à résister à cette pression qu'il pouvait avoir sur les épaules. Mais oui, c'est pas forcément évident. Voilà, pour lui, je m'attendais à un peu mieux, un coureur de ce type-là. Donc oui, déception pour moi pour Dylan Teuns sur son passage chez Israël. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis donc, nous, on se retrouve pour faire le débrief des autres étapes très rapidement sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!